Bonjour et bienvenue sur la septième illusion. Je suis le bûcheron du cinéma et je suis pas tout seul, je suis accompagné de deux compères de la septième illusion. Comment allez-vous? Bah ça va. Ça va bien. Et pas de jeu de mots en gaulois parce que ça serait très très chiant, mais Albatix et le cinéma d'Ugus. Voilà. Oh là là, c'est quoi cette intro? Au secours. Pitoyable. Au secours, tuez-moi. Non, plus sérieusement, on va vous parler du coup de la nouvelle série d'animation Astérix, Le combat des chefs, donc la fameuse série tant attendue, qui permet à Alain Chabat de renouer avec l'univers, heu, qu'il a magnifié sur grand écran, avec, Mission Cléopâtre, même si, faudrait, dire que ça a un petit peu vieilli. Mais ça sera, voilà, sinon je vais me faire incendier en commentaire, je le sens, gros comme une maison. Heu, mais sinon, qu'est-ce que ça raconte, Astérix, le combat des chefs? Le droïde Panoramix perd la boule et la recette de la potion magique après avoir reçu, un coup de menhir, petit clin d'œil, de la part d'Obélix. Donc une amnésie, qui tombe mal puisque Abraracourcix, chef des Gaulois, vient d'être défié par A plus Bégalix, pardon, ça va être dur pour les noms. En cas de défaite, son village gaulois passera sous la coupe des envahisseurs. Hem, En soi, quelle est votre relation entre, Alain Chabat et l'univers d'Astérix quand même avant de commencer à donner notre avis sur, Astérix, le combat des chefs? Vous pouvez, manier les 2, hein, comme vous le souhaitez. Qui veut se lancer sur le ring du combat des chefs? Bah écoute, si tu veux, je vais me lancer. Mon rapport à Alain Chabat, il est particulier dans le sens où c'est quelqu'un dont j'ai vu tous les films et où je les ai tous approximativement oubliés, plus ou moins. C'est des films que j'ai connus très tôt dans ma cinéphilie, voire même enfant. Mission Cléopâtre, c'est pour moi un film d'enfance. Didier, ça l'a été aussi, même si, comme dit, je l'ai complètement oublié. Pareil pour son fameux film iconique avec toute la troupe des nuls. Euh, donc c'est une cinéphilie à la base que je connais par cœur parce que bah, j'ai tout vu de lui. Et pour autant, c'est quelque chose que je dois aussi redécouvrir absolument parce que il y a d'abord bah, tout le jeu d'Alain Chabat en tant qu'acteur et en tant que star de la télé aussi, de son collectif Les Nuls, etc., que je dois aujourd'hui connaître parce que je ne maîtrise pas je ne maîtrise pas tout à fait son talent de comédien. Les seules fois où je l'ai vraiment vu, c'était dans des films très récents, que ce soit chez Quentin Dupieux ou alors bah, plus récemment avec L'amour ouf de Gilles Lelouch. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un dont l'humour est à la fois très particulier, c'est vraiment l'humour canal de l'époque, d'autant plus dans Mission Cléopâtre. Et pour revenir justement sur ce film en particulier, Mission Cléopâtre, c'est pour moi un film vraiment talentueux en termes d'adaptation parce que il a tout à fait compris comment fonctionnait l'univers de Goscinny et de René Uderzo. C'est peut-être pas René Uderzo, je me suis trompé peut-être. Mais il a parfaitement compris C'est Albert comment... Uderzo et René Goscinny, voilà. voilà, tout à fait. Donc il a compris quels étaient les codes comiques de cette bande dessinée. Il a su aussi s'adapter à ce que lui était en tant que membre du collectif des nuls, en tant que star de Canal+, notamment. C'est un alliage de tout ça qui rend Mission Cléopâtre vraiment très franco-français. Je pense que c'est un film qui sera très difficilement exportable dans le reste du monde, tout comme l'est finalement cette nouvelle série, puisque c'est un humour grammatical, c'est un humour référentiel aussi, très ancré dans une tradition française au sens large. Donc c'est pour moi la force d'Astérix, c'est que c'est d'une part un grand élément de la culture française, mais en plus un grand élément que seule la France est capable d'exploiter. Euh, Même si les adaptations d'Astérix, je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir, sont toujours passées à côté, je pense que Chabat est le seul, avec Astier peut-être, à avoir vraiment maîtrisé euh, ce rapport-là à la comédie et à la bande dessinée Astérix. Alors, personnellement, moi, j'ai vu avant le combat des chefs que 2 films faits par Alexandre Astier ou au moins lorsqu'il était, au moins à l'écriture. Donc La Cité de la peur et Mission Cléopâtre, qui représentent tout ce que j'aime niveau humour, très visuel aussi,
très grammatical. Et Mission Cléopâtre, donc j'ai découvert réellement en salle lors de sa ressortie en 4K. Et si je devais faire un constat aujourd'hui de cette sortie, c'est que c'est un film qui, sur beaucoup de points, a bien vieilli. On a toujours cet amour original d'Astérix et cette plume assez, je vais dire unique, car je trouve qu'en France, c'est, un humour qui est très chabaesque, on va dire. Quelque chose qui est à la fois très référencé, mais qui sait jouer sur, beaucoup de jeux de mots et cetera. Cependant, le problème de ces 2 films, c'est qu'ils appartiennent à leur époque, donc énormément de références à une culture populaire des années 90 qui, lorsqu'on regarde dans les années 2020, sont bien moins pertinentes, car les références se perdent, on perd, tout un pan culturel, mais on en gagne aussi un autre. Du coup, c'est assez compliqué pour moi d'évaluer Chabat, aujourd'hui, car le problème de son humour, c'est qu'il vieillit. Donc voir Astérix Obélix refait par quelqu'un qui l'a maîtrisé, car je trouve que, Mission Cléopâtre est maîtrisé de bout en bout. Chabat a compris, comme a dit Hugo, le matériel originel pour le transcender par sa patte. C'est une série que j'attendais énormément, car aussi première excursion vers l'animation pour Chabat. Et j'ai pas été déçu perso. Mais Mais toi, bûcheron du cinéma, Adam, qu'est-ce que tu en as pensé d'abord de Chabat, pardon? Oh là là, il confond les deux. Attention, attention. Oh là là. Aussi. Euh, Aïe, aïe, aïe. Non, plus sérieusement, moi, mon rapport avec Alain Chabat, il est d'abord avec Mission Cléopâtre, parce que je suis un lecteur de Goscinny, pour faire genre, évidemment. Non, non, mais Astérix, j'ai grandi avec. Voilà, ça a développé en fait aussi pour beaucoup en fait le goût de la lecture. Moi, en tout cas, le goût de la grammaire aussi, hein, parce que c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est un humour très grammatical. Et ce que Chabat, en fait, a toujours réussi à faire pour moi, que ce soit si on revoit ses sketchs des nuls, si on voit La Cité de la Peur, en fait, ce sont des pics d'humour, des enchaînements de phrases, en fait, qui sont construites, qui sont élaborées, quoi. C'est vraiment de l'humour. C'est de l'humour typiquement français, quoi. C'est voilà, un assemblage de choses. Mission Cléopâtre a malgré tout vieilli, notamment sur son humour, et aussi sur le fait qu'on ne voyait pas tant que ça le duo principal, ce qui est pas dérangeant pour des parties du film, hein. J'aime beaucoup le numéro bis, de Jamel, qui est vraiment un personnage caustique, drôle, qui a parmi les meilleures pointes d'humour du film, hein. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Mais on sent quand même que, bah, il voulait tellement, je pense, se l'approprier pour éviter qu'on dise que c'est une pâle copie de Goscinny, alors que finalement on le savait déjà qu'il était, pour moi, ça en est resté son héritier, le plus flagrant, quoi. Parce que Astier, pour moi, il a un humour beaucoup plus, à la Louis de Funès, ce qui pouvait coller à Astérix, et ces 2 Astérix en animation étaient bien aussi. Mais je trouvais que, en fait, ça me manquait, en fait, aussi d'idées visuelles, ce qu'a Chabat avec Mission Cléopâtre. C'est-à-dire qu'il va rendre hommage, à des pans de culture de cinéma parce qu'on est au Canal des années 80, fin 90, début 2000. Donc c'est aussi un goût du cinéma avant tout. Et voilà, moi, c'est quand même un film que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup Chabat, malgré dans ses ratés, hein, son Marsupilami est pas des plus réussis, mais contient, une des scènes, de comédie les plus drôles, heu, du cinéma français moderne, hein. Je suis désolé, le passage chantant de Céline Dion est absolument hilarant. Hem mais voilà, et j'aime pas tant voilà, je sais que c'est un film culte pour beaucoup de gens, mais moi j'avoue j'ai un peu de mal, donc voilà. Mais sinon j'aime beaucoup Chabat et j'aime bien son, Santa et compagnie, voilà, qui a plein de défauts aussi, mais bon.
Mais sinon, on va passer du coup à la fameuse série, hein, à la série qui nous intéresse aujourd'hui, Astérix, le combat des chefs, qui veut se lancer, sur un point précis. Peut-être, moi, on va peut-être se débarrasser du côté un peu fâcheux, pour certains peut-être, c'est-à-dire l'interprétation des personnages, et l'écriture en soi, comment est-ce qu'ils arrivent à interpréter tout ça? Parce qu'on a un beau casting, hein. Alain Chabat, Gilles Lellouche qui reprend du coup, son rôle d'Obélix, après, le film live, de Triste mémoire de Guillaume Canet. Jérémy Prévost qui double Idéfix, pourquoi pas. Anaïs de Moustillet, Thierry Lhermitte, que moi j'aime bien en Panoramix, mais je pense que je suis tout seul. Grégoire Ludic, Jean-Pascal Zadi. Bref, je vais pas tous les citer parce que sinon ils sont très nombreux. Mais qui veut commencer du coup à donner son avis plus approfondi sur cette série absolument délicieuse? Bah, du coup, vu que tu nous lances sur le sujet, je pense que c'est vraiment le premier truc auquel se débarrasser parce que c'est, je pense, ce qui va poser problème pour certains. La question n'est pas de savoir si tout ce casting de stars joue bien, c'est de savoir, je pense, plutôt s'il est approprié à ce que veut faire Chabat. Parce que le casting de Mission Cléopâtre, par exemple, était tout à fait réussi. euh, mais quand il amenait des personnages ou euh, des interprètes qui étaient des stars dans le monde réel, quoi, tout simplement. C'était pour pousser la vanne. C'était pour avoir finalement s'ancrer dans cet humour qui est un peu l'humour qui a fait les prémices peut-être de la culture du buzz aussi, dans le sens où bah, c'était ce qui buzzait dans les années 90-2000, qui a été ramené dans Mission Cléopâtre. Bah, c'est ramené aujourd'hui dans la série, hein, c'est ce côté culture du buzz. Mais je dis ça pas du tout de manière péjorative, hein, au contraire, je trouve que c'est quelqu'un qui arrive très bien à lire l'époque dans laquelle il est et à en saisir toutes les références et pas les références les plus rapides en fait. C'est vraiment des références auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui représentent tout à fait notre époque ou l'époque dans laquelle il s'inscrit, que ce soit dans cette série ou dans Mission Cléopâtre. Et du coup, il y a des moyens en castant certaines personnes de s'inscrire encore plus dans cet humour, euh, dans, dans cette instantanéité de la culture. Et ça, pour le coup, je trouve qu'il l'a pas fait. Il a choisi la facilité en choisissant tous ses potes, qui n'ont d'ailleurs pas forcément d'expérience dans le milieu du doublage. Et parfois, ça se ressent parce qu'autant Chabat, dans le doublage de dessin animé, c'est loin d'être un souci. Il l'a déjà fait et c'est plutôt quelque chose qui lui réussit très bien. Mais c'est vrai qu'il y a certains acteurs dans toute cette troupe de Star Talent qui, euh, bah pour le coup, s'en sort assez mal. Faut le dire, ça détonne. Moi, par exemple, j'ai du mal avec le Obélix de Gilles Lelouch qui reprend hein, ce qu'il avait déjà fait vocalement avec le film de Guillaume Canet en live action. Bah, c'est pas le pire, hein, il y a d'autres exemples, mais ça montre qu'il n'a pas cherché à penser son casting sous le joug de la blague et de l'humour. Ce qui est assez dommage, sachant que c'est quand même un des fers de lance, peut-être aussi de la filmographie de Chabat, quoi. Euh, Personnellement, pour le casting, je finirais en parlant d'une interview que Chabat a donnée sur Combini, donc son vidéo club dans lequel il présentait des films qui l'ont marqué, etc. Je finirais sur le fait que, à la toute fin de l'épisode, il avait parlé de Into the Spider-Verse. Donc, il parlait de Into the Spider-Verse en disant que, avant tout, les personnages jouaient très bien. C'est-à-dire qu'on avait des personnages animés qui, via la voix, via leur animation, donnaient une très bonne performance. Et je trouve que avec le combat des chefs, Chabat euh, reproduit ça. C'est-à-dire qu'on a énormément d'acteurs, plus ou moins bons, hein, ça va dépendre de nous, mais qui, vocalement, se la donnent et donnent quelque chose qui, je trouve, est très bien joué avec énormément d'intonations, de différents tons de voix, etc. Et cette animation va aussi rejoindre ce jeu car très dynamique, très, très marqué par toute l'âme d'Astérix. C'est vraiment ce qui m'a marqué en premier lieu avec cette série, c'est ce jeu-là. Ah, ensuite, évidemment, on a toute cette réinterprétation d'Astérix par Chabat qui est toujours très personnel, je trouve, et qui sait
qu'il faut à la fois s'affranchir et embrasser l'œuvre originale. C'est pour ça que dès le premier épisode, il va nous présenter, sans trop spoiler, les origines du tout, les origines du mythe, on va dire, en la personne de l'enfance d'Astérix et Obélix, de comment ce flashback va nous permettre de construire aussi le reste de l'histoire, de construire une amitié qui est réinterprétée à chaque nouvel opus de cette grande saga qu'est Astérix, va penser à nous dire: «OK, c'est là qu'on commence. C'est comme ça qu'ils deviennent amis. C'est comme ça que réellement il y a tout le reste, en fait». Bah, en vrai, je te rejoins complètement là-dessus. Moi, le casting, moi, me dérange pas, très rapidement, là-dessus et en fait, je suis même très fan, en fait, du Obélix de Gilles Lellouche. Parce que je trouve qu'il apporte, en fait, l'aspect rondouillé du personnage. En fait, il a une voix, en fait, à la fois très ronde et très, comment dire? Gueulante, et même les personnages qu'incarne Gilles Lellouche sont un peu des personnages qui poussent un peu la colère, de mauvaise foi et je trouve que c'est quelque chose en fait qui est, très caractéristique, d'Obélix, du personnage, qu'il est aussi. Hem et sinon ouais, pour, continuer là-dessus, en fait, c'est sans spoiler évidemment, parce qu'après on passera à la partie, spoiler. Hem, c'est, ouais, c'est une réinterprétation que je trouve beaucoup plus, digeste au niveau des références aussi qu'il fait. C'est-à-dire que, bah, on va avoir un nouveau moi, je vais plus me centrer sur, le nouveau personnage, qui a été inventé pour cette série qui est, Metadata, qui est pour moi, une des plus belles créations, d'Astérix, moderne. Parce qu'en général, quand on crée de nouveaux personnages, pour Astérix, dans des œuvres, c'est généralement pas très réussi. Par exemple, dans le domaine des dieux, il y avait cette famille de Romains, que je trouvais pas des plus intéressantes, même si elle portait la thématique du film. Sur le fait que les Gaulois n'étaient pas juste des animaux qu'on observait à travers, la bâtisse du domaine des dieux, mais qui apportaient le cœur émotionnel, bah, je trouvais que c'était un peu forcé. Là où Metadata, en fait, a cette, moi, elle participe aussi également à fabriquer l'humour de la série, c'est-à-dire qu'elle a de la poigne, elle hésite pas à rembarrer, Fast and Furious, qui est vraiment assez drôle en fait, qu'au lieu de balancer des punchlines à la Vin Diesel, balance des vannes de merde. Ça c'est assez cocasse. Hem Mais même aussi, ouais, en fait, il va faire plusieurs références. Il fera référence à l'affiche de Star Wars 8. Il y aura, des références évidemment à, des jeux de mots, homards et fraises, voilà. Mais on retrouve moi, je trouve qu'on sent qu'il a après toutes ces années aussi, hein, il a travaillé 5 ans sur la série également. Ça a aidé, je pense, à fignoler les dialogues, à les écrire, à les concevoir, parce que vraiment, pour le coup, il pousse l'humour grammatical à un point, assez important, je trouve, là-dessus. Il y a beaucoup de jeux de mots, il y a des tempos de vannes qui tombent pile au bon moment et en plus, c'est aidé par la mise en scène, de la série et de l'animation et en plus, il cite beaucoup Into the Spider-Verse, qu'il avait cité une première fois, parce que c'est un film qui l'a beaucoup marqué, pour son animation, sa créativité et aussi, en fait, le fait que, Sony, avec, les films d'animation Spider-Man, ont réussi, en fait, à se rapprocher le plus de près d'un dessin, pour le coup, depuis, je pense les Disney originaux, de Walt Disney, Blanche-Neige, où on voyait vraiment le trait, le mouvement d'un crayon qui était passé par là, et reprendre le trait, parce qu'en fait, je pense que c'est en tout cas, cette série est celle, je pense, la plus fidèle au trait rond d'Uderzo, je pense. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette animation, qui est vraiment créative et très colorée, en plus, les premières images qui nous avaient été données déjà étaient déjà très excitantes, là-dessus, quoi. Bah, du coup, pour reprendre un peu l'ordre de parole qu'on a établi, je suis assez, on va dire, impressionné par ce qu'a fait Chabat en termes d'animation. Non pas que ce soit vraiment lui qui l'ait fait, mais justement le fait qu'il ait su bien s'entourer en France pour
pouvoir le faire. Parce que l'animation française, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ça a du mal à prendre. Ça existe, il y a une grande communauté quand même, mais ça a du mal à prendre, d'autant plus que bah, beaucoup de nos talents partent à l'étranger. Par exemple, en France, on est quand même dans le milieu de l'animation, ceux qui possédent le studio Illumination, où les artistes sont français et sont produits bah, directement sur Paris. Pourquoi je dis ça? Eh ben, c'est parce que on a là, avec Shabba, une troupe d'artistes qui sait y faire en animation, que ce soit en animation 3D avec un style 2D, comme tu l'as dit, dans la mouvance qu'a importé Spider-Man dans l'animation avec par exemple le Chapeauté 2, etc. Et d'autres films qui ont suivi et c'est là qu'on voit l'empreinte esthétique de ce film fou. Mais là où Chabat a fait très fort, c'est que justement un film qui est produit par une telle équipe qui est en plus mise à disposition sur Netflix, donc qui peut avoir potentiellement une communauté internationale énorme, et ben va rester très franco-français avec non seulement bien sûr ses références culturelles, son humour grammatical, parce que comment traduire tous les jeux de mots, tous les prénoms des personnages dans une langue étrangère pour les faire comprendre, en faire comprendre la subtilité, c'est vraiment compliqué. Mais en termes de pure animation, justement, on a des talents français qui ne sont pas partis à l'étranger pour faire cette série d'animation. Et pour autant, eh ben, ça met une tempête à beaucoup de films, même hollywoodiens d'animation, etc. Parce que bah, c'est magnifique et en même temps ça garde sa touche française, quoi. C'est quand même là une série où, comme Astier pouvait le faire auparavant, on garde de la BD les rondeurs des personnages. Alors certes, il y avait certains personnages qui, justement comme Mafalda, déjà dans la BD, avait perdu ses rondeurs et était là dans un tout autre enjeu, représenté presque de manière réaliste, entre guillemets, dans ses proportions. Euh, et ben justement, je trouve que là, il a su équilibrer absolument tout, même avec des personnages qui n'existaient pas forcément avant. Euh, on a aussi, justement, dans cette animation, bah, plusieurs choses qui se ramènent. D'abord, des séquences d'action pures et dures, comme celle du climax, qui, pour moi, fonctionne vraiment dans son registre-là d'action, de mouvement, de dynamisme, qui est quand même toujours une illusion compliquée à donner sur un film d'animation. Et, euh, et en même temps, on a d'autres séquences beaucoup plus calmes, beaucoup plus posées, pardon, euh, mais qui jouent toujours avec la subtilité de la bande dessinée. Et, euh, et justement, je trouve qu'il a fait ce parallèle intéressant avec Into the Spider-Verse, mais qui ne l'a pas cité pour citer. Il a quand même ramené non seulement les traits des dessinateurs de base, et puis bah, les siens. Et c'est quelque chose d'absolument formidable, là où un Chapeauté 2 pouvait par exemple reprendre l'esthétique de Spider-Verse sans y amener forcément son style, quoi. Il s'est réécrit, il s'est redessiné, ça n'avait pas forcément de sens, même si c'était forcément très joli. Et ben là, c'est non seulement très joli, mais en plus, ça donne un nouveau sens, un coup de fraîcheur à Astérix et Obélix. Et c'est là qu'on voit aussi que peut-être l'animation, c'est ce qui convient le mieux aussi à Astérix, parce que les live action sont toujours très hideux visuellement et n'apportent justement pas ces rondeurs extrêmes qu'ont les dessins, quoi. Donc je trouve que Chabat a très bien compris ça, il a très bien mis en scène et a su parfaitement s'entourer pour faire ça, quoi. C'est un vrai coup de grâce. Alors, moi, niveau de l'animation, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, la société de production, c'est Tats Production, qui, en France, je trouve, est l'une des meilleures dans l'animation 3D. C'est ceux qui sont à l'origine des As de la Jungle, qui est d'abord une série, puis une série de films que j'aime beaucoup parce que très prenante visuellement. Et bah oui, comme tu l'avais dit, Adam, on ressent toute cette influence Spider-Verse au niveau des couleurs, au niveau du dynamisme de l'animation et aussi lorsque Chabat cite directement de la BD, comme avec beaucoup d'onomatopées. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce point-là où on a Chabat ess qui non pas essaye, mais réussit à reprendre toute l'influence de la BD. Parfois même, il reprend cette esthétique bleue et blanche, de la couverture, je crois, de la couverture intérieure des livres,
donc en montrant des batailles d'Astérix contre les Romains, avec justement la phrase « Ils sont fous ces Romains ». On a cette iconisation-là, on a cette reprise-là, mais d'un autre côté, Chabat, il a l'expérience du live action et il va faire des choses qui sont folles visuellement grâce à ce nouvel outil qui s'ouvre à lui, grâce justement à un outil qui permet de faire les choses les plus folles qui sont permises. Et Astérix, c'est une œuvre qui permet cela. Donc, on va avoir énormément de jeux visuels vis-à-vis de la puissance des personnages, vis-à-vis de la grandeur romaine, hein. Lorsqu'on monte César, ses palais, même, bon, sans trop spoiler, l'endroit où va se dérouler le combat des chefs, on a toute cette folie, on va dire, qui est caractéristique de Rome. On peut le voir par exemple avec le domaine des dieux, le niveau de la BD, mais Chabat va plus loin que les films de Astier. Il va vraiment pousser, pousser à fond toute cette grandeur pour faire une œuvre véritablement folle, aussi folle que Panoramix finalement. Donc, à la fois dans sa thématique et dans son esthétique, c'est fou. Et comme tu l'avais un petit peu dit, Adam, on a un jeu de référence un peu plus calme, on va dire, un peu plus calme qui bah, fait de la référence, car Chabat aime ça, mais qui, là où on pouvait se dire que c'était un peu trop vis-à-vis de ses autres films, ici, ça passe très très bien. Et surtout, bah, comme j'avais commencé à le dire avec mon intro sur Chabat, ça va, je pense, réussir l'épreuve du temps en faisant des choses plus globales qui peuvent toucher la France, évidemment. Chabat est français, il fait une œuvre plus caractéristique de la France qui, de base, critique notre monde actuel, mais qui va s'ouvrir à de nouvelles époques. Ça va commencer à être un peu plus mondial vis-à-vis de cette série. C'est une ouverture et une exubérance pour moi, ce combat des chefs, finalement. Eh ben, je suis entièrement d'accord, c'est vrai que la créativité, moi, de l'animation, comme tu le dis, moi, l'intérieur, des BD cités lors d'un coup de poing, d'Astérix. Il y a toutes ces couleurs, une scène musicale en tempo avec Panoramix quand il est en train d'essayer de recouvrir de la potion. Voilà, on va sur des teintes de couleurs en fond d'une couleur, par exemple rouge, et puis Panoramique sera d'une autre couleur. On joue avec les explosions, avec la créativité en fait qu'offre un dessin et la colorisation qu'on va lui donner aussi, parce qu'Astérix aussi, c'est de la colorisation de grande qualité aussi. C'est ce qui a fait aussi la renommée de la BD française, hein, même en général. Euh, et ça, c'est très important parce que du coup, il y a des grands coloristes dans les BD, notamment aussi américaines, notamment. Mais en fait, on a ce style très particulier d'avoir des BD très colorées, très, très pétillantes, très vives, quoi. Et même, en fait, l'animation se permet même des détails sur les costumes. Moi, sur les vêtements qu'ils portent, il y a des détails de cuir sur la grande calotte d'Obélix, par exemple. Euh, pour citer que. Et en même temps, ouais, ça se permet d'être assez, assez ouais, vif, d'être très, très détaillé et en même temps le trait de base caricatural et lui donner une envergure, quelque chose. Et, euh, et moi, je pense que, moi, en tout cas, les films live, en général, ils étaient assez. Moi, on avait l'impression que c'était une convention Astérix dans le bourg du coin, quoi. Sauf peut-être Mission Cléopâtre, où je trouve que les costumes étaient plus réussis. Sauf peut-être les casques qui étaient pour le coup, on avait l'impression que c'était acheté à franc prix. Mais ça, c'est le problème, en fait, quand on a des designs si particuliers, si bande dessinée, pour le coup, que c'est très difficile d'adapter ça à l'écran en live. Et en fait, l'animation permet ouais, d'uniformiser le tout. Et ouais, les références sont beaucoup plus. Elles sont très présentes, il y a beaucoup de références. Mais vu qu'en fait, c'est un format sériel, ça lui permet aussi d'être beaucoup plus éparpillé sur l'ensemble de la série.
Du coup, ce qui fait qu'on a moins d'une avalanche, moi, on n'a pas l'impression d'avoir une avalanche, de références, pour avoir une avalanche, de références à des moments, que Chabat réussissait bien dans Mission Cléopâtre et que les autres réalisateurs en live action n'avaient pas compris, de pourquoi est-ce que les vannes marchaient, pourquoi est-ce que les inspirations visuelles marchaient et aussi parce que, bah, Mission Cléopâtre permettait des folies visuelles, assez dingues, hein, notamment une citation, de Zou, la montagne sacrée, de Tsuyark, dans un combat assez. Ouais, qui reprenait aussi la spillline des animés japonais. Beaucoup se rappellent de cette scène emblématique et très drôle d'ailleurs, très caustique. Euh, et voilà quoi. Je pense qu'en fait, pour lui, en fait, c'était. En fait, ces films d'avant étaient beaucoup moins aboutis, beaucoup moins réussis. Et en fait, renouer avec Astérix aussi, je pense que ça lui a permis ouais, voilà, de retrouver ce sens de la grammaire qui lui est cher, de l'humour, de la référence. Et puis voilà. Je pense qu'en vrai, on va essayer de passer en partie spoiler pour un peu plus aborder les détails, les différences, peut-être avec l'album si vous l'avez lu. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un point qui l'a marqué dans cette série en tout cas, on vous invite fortement à voir dès à présent. Alors, de mon côté, j'ai pas spécialement de choses à dire de plus, si ce n'est que je trouve que c'est une série qui se regarde bah, déjà très facilement parce que ça aurait pu être un film. D'ailleurs, le choix de la série est questionnable. Je vous demande à vous deux ce que vous en pensez, hein, mais pour le coup, ça aurait pu faire une série d'une heure 40, un film, pardon, d'une heure 40, 1h45, un peu balèze. Ça aurait tout aussi bien fonctionné en termes de rythme, parce que la série, franchement, on peut la voir d'un coup, c'est l'affaire de 2 heures avec les génériques. Et du coup, qu'est-ce qui fait, pourquoi en fait le choix de la série? C'est quelque chose pour moi de questionnable, surtout que bon, euh, dans la façon dont c'est écrit, on sent qu'il y a un espèce de cliffhanger à chaque épisode, mais dans la logique Netflixienne qui impose à tous ces épisodes de sortir en même temps pour pouvoir être binge-watchés, bah je comprends pas forcément ce choix-là. Il n'y avait pas forcément du coup d'intérêt à ces cliffhangers étant donné qu'on peut enchaîner directement avec l'épisode qui suit. Donc pourquoi ne pas en avoir fait un film tout simplement? Ça franchement je sais pas. Il n'y a pas forcément de points négatifs au fait que ce soit une série, hein, qu'on s'entende bien. Mais il n'y avait pas non plus d'intérêt spécifique au fait que ce en soit une. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais Bah perso, le format sériel, je trouve que ça marche bien. Alors déjà, c'est un choix de sortir tout d'un coup. Je pense que ça vient de Chabat parce que Netflix sont bel et bien des séries qui s'étalent sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais je trouve que ça marche bien, ça permet à Chabat de pas trop s'éparpiller, mais en même temps, il peut apporter plein de trucs. Par exemple, au début, j'ai parlé des origines, etc. Du coup, il va faire un gros pan de cette œuvre-là sur ses origines, mais en même temps, les autres épisodes vont pouvoir continuer à développer la trame principale. Donc je trouve que oui, c'est quand même bizarre que, cette fois-ci, ça soit une série, surtout que c'est 5 épisodes de 20 minutes. Lorsqu'on entend le mot série, là-dessus, on pourrait s'attendre à une œuvre plus longue. Mais vu les cliffhangers, vu comment l'écriture s'adapte à ce format sériel, donc toutes les 20 minutes, on doit, pouvoir, couper un moment et pouvoir reprendre un autre jour, bah, là où on a coupé ou plus ou moins, là où on en était, hein. Je trouve que ça va, ça marche quand même bien. Mais ouais, je te rejoins en mode, oui, c'est quand même bizarre de pas avoir juste fait un très grand film, de 2 heures, qui reprenait toute l'histoire. Mais encore une fois, ça pourrait très bien aussi venir de Netflix qui ont dû, accepter le projet de Chabat en disant: «Non mais en fait, tu vas plutôt en faire une série qu'un film et cetera». Ça va plus peut-être se binge-watcher ou se regarder. Surtout, vu, la politique de Netflix au niveau des séries, hein, c'est une entreprise qui est beaucoup plus, focalisée là-dessus que sur la création filmique. Et ben, moi, ouais, Ah, vas-y, go, je t'en prie. bah oui, du coup je suis assez convaincu finalement. D'autant plus que
Netflix est une entreprise, je pense, qui a dû mettre beaucoup de pognon là-dedans. Parce que l'animation, ça coûte très cher, d'autant plus quand elle est bien faite, et encore plus quand elle est étalée au format sériel, parce que forcément, un format sériel, c'est censé être plus long. Enfin, là, en l'occurrence, c'est pas forcément le cas, c'est pas plus long qu'un film, c'est une durée équivalente. Mais justement, c'est, je pense, une question de budget qui rentre là-dedans, de se dire que si on finance un film là-dessus et qu'on le diffuse sur Netflix, ça fera peut-être moins de vues, entre guillemets, que une série qui peut se regarder du coup quand même en plusieurs fois. Donc je sais pas, je pense qu'il y a aussi une part très importante du budget qui a dû rentrer en considération sur ce choix, parce que je pense que c'est quand même un choix assumé d'avoir fait une série quand la question du film aurait pu se poser. Je veux dire, les deux dernières fois qu'on a entendu parler d'un projet d'animation sur Astérix, c'était quand même ceux d'Astier qui étaient des petites, j'insiste sur le petites prouesses d'animation française. Euh, Bah justement, je pense que Chabat, soit pour s'émanciper d'Astier, a fait le choix de la série, soit justement c'était pour des questions plus pragmatiques de budget que ce format-là s'est étendu. D'autant plus que la génération d'aujourd'hui, euh, qui est donc qui est donc la nôtre, est plus aussi adaptée euh, au format série. Hein. Je pense que les jeunes consomment plus de séries que de films et que du coup, étant donné que c'est une œuvre générationnelle qui parle à sa nouvelle génération comme l'était autrefois Mission Cléopâtre, bah peut-être que c'est un choix aussi esthétique qui a du sens. Voilà. Bah, en soi, moi, je suis. Bah, ouais, c'est un format qui pouvait se poser aussi, parce que en soi, on aurait tout... moi, j'aurais tout aussi aimé, ouais, que ce soit en film. Euh, Bah, moi, moi, je prendrais plus, moi, à la fois une raison artistique et une raison pragmatique aussi. Si on commence par la raison pragmatique, selon moi, c'est évidemment, comme tu l'as dit, Hugo, des questions budgétaires, je pense aussi. Et aussi le fait que bah, Netflix est une plateforme beaucoup plus de séries. De toute façon, quand on voit leurs films sont généralement pas de qualité, hein, pour rester poli. Euh, et aussi que en fait Netflix en fait c'est vraiment aussi élargi dans la manière de voilà, dans la production de séries d'animation, parce qu'on sait qu'ils se sont tâtés à adapter, à avoir des licences, notamment en fait de la Japanimation, moi du manga aussi. Il y a Devilman Crybaby qui était bien, hein, pour le coup, comme des trucs assez horribles comme leur adaptation de Senseiya, avec une 3D absolument dégueulasse. Euh, voilà. Et là, du coup, ils se sont dit, vu qu'il y a Chabat, ils voulaient faire un nouveau Astérix, hein. Ça fait des années qu'il en parlait de ça aussi, que c'était son rêve. Euh, bah, du coup, Netflix aussi, je pense, a sauté sur l'occasion pour essayer d'aller vers l'animation plus française. Moi, et s'emparer aussi un peu d'un marché peut-être. Parce que je pense que bah, là, la série, moi, pour l'instant, elle était en top. Je sais pas si elle y est encore, mais quand elle est sortie, c'était en top, évidemment, parce que c'était assez attendu. Et Netflix fait beaucoup de promos là-dessus, hein, sur les réseaux sociaux, tout ça. Euh, je pense qu'en fait, si ça fonctionne bien, s'il y a des bons chiffres selon eux, hein, parce qu'on sait que les chiffres, c'est toujours flou avec les plateformes, si ça marche, ils vont, je pense, continuer à faire des mini-séries ou alors des séries, hein, sur des œuvres franco-belges, hein. On pourrait peut-être voir une version Tintin chez Netflix, hein, du coup, si on parle de la BD franco-belge, si on élargit à ça, un Ça peut être aussi le petit Nicolas. projet aussi. Peut-être aussi le petit Nicolas qui a eu le droit à une merveilleuse adaptation en animation, hein, voilà, je le rappelle. Tout à fait. Euh, et voilà, je pense que là-dessus, voilà, je pense qu'ils essaient de s'immiscer là-dessus. Parce que, bah oui, si on revient sur le côté production Animation, bah, ils avaient repris la distribution, par exemple, de l'animé Jojo Bizarre Adventure, avec un découpage assez hasardeux pour Stone Ocean, par exemple. Donc, en fait, diffuser ça tout d'un coup, évidemment, c'est leur stratégie, c'est leur truc. Donc là, on est plus une idée en fait de consommer tout d'un coup. Parce qu'en fait, eux, l'idée de mettre chaque épisode par semaine, eux, ils font pas. C'est soit par partie, et vu qu'il n'y a que 5 épisodes, bah, ils ne pouvaient pas faire une partie 3 et puis une autre partie 2. Ça n'aurait eu aucun sens. Donc peut-être que ça aurait été bien un épisode par semaine, je trouve.
Parce que vu qu'en plus, moi, l'album qu'il adapte est un album qui a des racines un peu plus dramatiques pour le village gaulois, avec Panoramix et tout. Là, on vient pour la raison, pour moi, peut-être artistique aussi. C'est que Chabat, je pense qu'il en a profité aussi pour apporter des éléments plus dramatiques que par rapport à l'album d'origine, qui est un de mes albums préférés d'Astérix au passage, mais que je trouve en fait retourne assez rapidement dans l'humour, là où, même s'il y a beaucoup d'humour hein, sur les situations dramatiques, je trouve qu'elles sont beaucoup plus amenées, beaucoup plus présents, hein, notamment le drame autour de Panoramix, la célèbre engueulade entre Astérix et Obélix. Évidemment, hein, ça on y a le droit à chaque fois. Même que les films de live se sont donnés à cœur joie pour nous délivrer parmi les pires scènes de dispute euh, qu'on ait vu sur un écran de cinéma français. Euh, mais, euh, mais voilà quoi. Je pense aussi qu'il en a profité pour un peu plus dramatiser l'album d'origine et donner des moments de climax. Moi, je trouve que le climax qui fonctionne le mieux, c'est entre l'épisode 4 et 5. Je trouve que vraiment, pour le coup, là, pour moi, il a vraiment su écrire sériellement son adaptation, pour le coup. Je rejoins un petit peu Hugo parce que en soi, la série elle suit à peu près le tome. Si je m'en souviens bien, parce que quand même, ça fait des années que je l'ai pas lu. Il n'y a pas tellement de choses à spoiler en soi, car bon, Astérix, niveau de sa fin, c'est toujours très cliché, hein. Du coup, Oui. je sais pas s'il y a une pertinence à dire que, ok, à ce moment-là, il se passe ça. À la fin, bon, vous savez, voilà. C'est juste que bah, je vais te rejoindre Adam sur ce climax entre l'épisode 4 et 5. Je trouve ça très intéressant dans la manière que, oui, Chabat s'adapte aussi à la série pour faire des choses aussi couillues que ça. Parce que quand même, Bah, surtout qu'en fait, bah, de base, en fait, dans l'album, c'est pas Astérix qui combat. Moi, je trouve ça. Moi, c'est pas Obélix qui combat dans l'album. Du coup, moi, c'est le chef oui, du village qui combat. Moi, je trouve ça intéressant parce que du coup, on amplifie en fait la dramatisation sérielle aussi en faisant d'Obélix le fameux nouveau chef du village. Moi, je trouve que c'est un point intéressant parce que du coup, on sent qu'il veut un peu plus dramatiser, apporter un côté un peu plus dramatique à l'album, je trouve. Et en plus, nous délivrer une des meilleures vannes sur, euh, sur les comic books qu'on ait vu depuis un moment. Parce que la MCU nous avait gratifié d'humour pas très fameux en plus. Si quelqu'un veut rajouter un petit truc, ou partir sur un autre point aussi, c'est possible, évidemment. Moi, ça ira, franchement. Là, je pense qu'on a fait le tour. moi j'ai oublié ce que je voulais dire. Du coup, c'est bon. Ça, c'est ballot. Attends, ça, je vais le couper vite fait, hop, et on reprendra sur. Bah, je pense qu'on va conclure en voyant l'épisode. Non, t'inquiète. Moi, je pense qu'on assume et que Albator a oublié ce qu'il devait dire et que du coup, Vas-y, lui, il est laisse, raté à ça cause sera de ça. rigolo. Laisse, ça sera rigolo. Ok. Oh, attends, je le note juste ça de suite pour couper ce moment-là et je laisse le début. Ok. Et bah, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que on est très très fan de cette série Astérix par Chabat et que ça fait un plaisir fou de le revoir sur cet univers. Et même si j'aime bien les films d'Astier, je trouve que moi et de Louis Clichy, hein, parce qu'on dit Astier, mais faut pas oublier Louis Clichy aussi. Mais je trouve que quand même celui qui a le mieux adapté Astérix reste pour moi Chabat et en plus, surtout que ça fait du bien parce que ce soit Astérix en BD ou alors moi les adaptations prévues et futures aussi ont pas l'air très radieux donc mais en tout cas moi ça m'a fait un grand plaisir de revoir cet univers que j'aime beaucoup qui nous a tous bercés durant notre enfance retrouver son éclat de fraîcheur et vraiment de modernité folle quoi. Parce qu'il adapte les thématiques beaucoup plus féminins aussi. Je trouve que l'album se centre beaucoup plus sur le féminin avec Metadata et tout. Ça, pour le coup, ça, en vrai, je vous laisserai le découvrir si vous n'avez pas encore vu la série, découvrir ce point-là intéressant de l'album qui le rend très moderne avec une parodie de Pascal Pro absolument délicieuse. Voilà. Bah oui, on te rejoint. Je
pense, on sera tous d'accord pour dire que effectivement c'est génial et on vous invite du coup à vraiment aller la voir. Ça se voit en une fois, c'est très, très rapide, des épisodes de 20 minutes, il y en a pour 2 heures en tout. C'est trop bien, voilà. Surtout que c'est bien qu'il y ait des programmes Netflix à ce niveau-là. Ça manque à la plateforme. C'est rare Franchement, parce qu'au début, en vrai, Netflix, c'était de bonne qualité en plus, hein, Sense8 et au début, tout. c'était bug. Au début, oui, mais après, ça a coulé. C'est Aujourd'hui, c'est compliqué Netflix, hein, j'avoue. J'y suis Mmh. encore. Je crois que je sais pas si je suis l'un des derniers membres LCT dessus encore. Mais Ah si, moi je l'ai encore, mais merci Canal, hein, parce que ouais, sinon, j'avoue que je serais plus abonné plus longtemps. non, j'ai même pas Canal, c'est juste je l'ai comme ça. Mais ouais, c'est compliqué. C'est vraiment, faut Ouais, s'accrocher, hein. c'est voilà, ça Oh là là. là-dessus, ça on est d'accord. Même les films originaux sont vraiment pas terribles. Donc Ah voilà. là là. Et bah, en tout cas, cette émission est terminée, hein. Je remercie évidemment nos irréductibles Gaulois, heu, membres de la critique cinéma, hein, pour défendre corps et âme les œuvres qu'il faut défendre et terrasser, foutre un coup de hache à ceux qui ne respectent pas la sainte qualité des œuvres cinématographiques, évidemment. Merci beaucoup, Hugo, de ta présence dans cet épisode. Mais je t'en prie. Et évidemment aussi à Albator, hein. C'est toujours un plaisir de Je t'en prie. discuter cinéma et série avec vous, évidemment. Et n'hésitez pas à dire en commentaire, hein, si vous avez vu la série, à partager votre avis et on débattra ensemble, évidemment, dans les commentaires. Et merci toujours de nous suivre sur L7i. Les épisodes vont être plus ou moins réguliers, évidemment. Il y a des choses qui vont arriver. Vu que le mois d'avril était un peu plus faible, là, on va reprendre un peu plus les débats. Donc, merci toujours de nous suivre sur la 7e illusion. Et on vous dit à plus. Ciao, ciao. Au revoir. Salut.